BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Oui, chaque vendredi à cette heure-ci, vos questions trouvent leurs réponses. Les réponses de nos experts. Aujourd'hui, Benoît Lombard nous accompagne pour La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Merci. Est-ce que vous êtes prêt? As usual, oui. Oui, et quel enthousiasme. On a pas mal de questions. On va démarrer par cette question de Gabin. Je fais des travaux dans le logement que je loue. Puis-je déduire les travaux de mes revenus? Grand principe fiscal, je veux dire, quelle que soit la catégorie de revenus, c'est que je peux exposer en charge déductible les dépenses qui ont servi à conserver un revenu. Donc il faut avoir un engagement de location de minimum 3 ans. Si Gabin fait des travaux d'embellissement, d'amélioration, qui visent à continuer la location, il peut les déduire. Attention, travaux de reconstruction, d'agrandissement, on augmente, qui touche le gros œuvre, on augmente le volume, on augmente la surface. Là, ils ne sont pas déductibles. Il faut se méfier. La frontière est ténue. Donc, supposons que les dépenses puissent être considérées comme déductibles parce que ce sont des dépenses d'amélioration, eh bien, il peut imputer ces dépenses sur son revenu foncier. Et s'il génère un déficit, ce déficit peut s'imputer sur le revenu général à hauteur de 10 700 euros. Alors, juste un petit point, hein, on parle d'inflation, beaucoup. Les 10 700 euros, ça fait depuis que je travaille, 25 ans, dans ce secteur d'activité, que le seuil n'a pas été bougé. Alors, un petit effort, s'il vous plaît, monsieur le législateur, là encore. Juste un point. Quelqu'un qui gagne, par exemple, 10 000 euros, et qui voudrait, parce qu'on parle de transition énergétique actuellement, or, non seulement on a, j'allais dire, l'écueil, les difficultés de la transition énergétique, mais on a aussi, bien évidemment, le problématique de l'inflation, dont on parle souvent à cette antenne. S'il doit faire des travaux de transition énergétique pour que son logement passe de F ou G à A ou D, il doit le faire, s'il est G, avant 2025. Passer de G à A, bon courage. Bon courage. Mais on peut progresser, oui, et on peut le faire dans le temps. Oui. Et bien là, la loi de finances rectificative pour 2022 accepte le fait de doubler ces 10 700 pour les passer à 21 400. Dans des conditions qui restent à définir, on attend le décret d'application qui va nous permettre de lister là, les travaux, certainement changer les fenêtres, changer la chaudière, je ne sais. Et ces 21 400 permettront d'être les imputés sur le revenu général, ce jusqu'en 2025. Donc là, on a un petit effort du gouvernement. Bon, bah voilà cette réponse à votre question. Gabin, donc sur l'immobilier qui reste une passion française. Il y a un dicton en Belgique. Les Belgiques disent, nous les Belges, nous naissons, nous voyons jour avec une brique dans le ventre. Ouais, parce qu'ils aiment la pierre aussi. Bah, nous on aime la pierre. Les Français on est aiment avec la pierre, une pierre dans mais le ventre. on n'avait pas le dicton. On pourra peut-être en faire le nôtre. Voilà. Et à Paris, on est avec une pierre de taille dans le ventre. Léa, les taux augmentent, je perds de l'argent, nous dit cette auditrice. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je perds de l'argent alors que les taux montent et que faire? Ben, effectivement, si elle perd d'argent parce que les taux montent, on sait qu'il y a eu 2% de hausse des taux directeurs donc, depuis l'année dernière, c'est parce qu'elle détient une obligation antérieure. C'est très simple. Je vais lui répondre de la manière la plus simple possible. On est à 2,76 sur le AT 10 ans, aujourd'hui. On était il y a un an à 0. Alors, elle préfère 2,76 de rentabilité ou 0? Elle préfère 2,76. Qui va acheter la dette qui a été mise pour une valeur faciale de 100 euros à 0 de rentabilité? On fait un calcul actuariel sur la durée qui reste à courir. Eh bien, c'est très simple, c'est moins 18 par rapport au taux actuel. Le marché obligataire a connu le plus grand krach de l'histoire des obligations, jusqu'à temps qu'on puisse remonter sur des données financières, c'est-à-dire 1788, en 2022. Moins 18%. Donc, son obligation, elle vaut plus 100, elle vaut 82. Et 82 à 0 permet de reconstituer 100 sur la durée qui reste à courir. Elle perd de l'argent, mais elle peut en gagner aussi. Parce que si jamais on a cette hausse des taux, il y a peut-être une opportunité, et on l'a souvent dit sur cette antenne, marché obligataire un peu compliqué depuis les 15 années de baisse de taux, il est peut-être intéressant d'aller sur des obligations millésimées, des fonds datés, des fonds corporate d'obligations, évidemment piloté par des professionnels, où on peut trouver des rentabilités aujourd'hui sur des horizons de 5-6 ans, des rentabilités actuarielles entre 6, 8, 9%, selon la qualité de signature. Ça permettrait de juguler l'inflation, mais pas au-delà. Hein. Donc, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, si notre amie a perdu de l'argent, elle peut en gagner aujourd'hui en construisant un portefeuille de fonds datés obligataires sur la durée. Et puis juste un point aussi, si on a une hausse des taux longs, on a une hausse des taux courts aussi. Je rappelle qu'une SICAV monétaire, en rythme annuel, on va avoisiner les 2% là. Peut-être un intérêt pour le placement de sa trésorerie.
2%, idiot. Et puis, les plus-values constatées sur des SICAV monétaires, par exemple, donc, peuvent s'imputer sur des moins-values qu'on aurait pu réaliser l'année dernière. Parce que non seulement le marché obligataire a baissé, mais on le sait, le marché actions aussi en 2020. Mais c'est vrai que c'est le retour en grâce du monétaire également. Voilà, bien sûr, on l'oublie trop souvent. Bien sûr, avec le portage là qui rapporte un peu plus. Cathy nous écrit aussi, je rentre en France, nous dit Cathy, après une expatriation. Tiens, elle nous demande si elle peut bénéficier du régime des impatriés. Cathy, elle est renseignée. Hein. Donc, vous savez, le paradis fiscal, c'est le pays dont on n'est pas résident. Donc, on connaît le forfait VECAM en Espagne. On ne va pas faire tout le tour de l'Union européenne, mais il y en a beaucoup. En France, on a un régime des impatriés. C'est quoi ce truc-là? Eh bien, ça permet d'attirer des talents en France pour peu qu'ils soient appelés de l'étranger par une entreprise ou alors qu'il y a une mobilité intragroupe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que Cathy vienne en France en disant « je veux bénéficier du régime des impatriés », à la condition qu'elle n'ait pas été résidente fiscale depuis les 5 dernières années en France, bien évidemment, auquel cas-là, elle peut bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 30% de son revenu et du revenu qui est attaché à son activité à l'étranger. Parce qu'elle peut venir de l'étranger appelée par une entreprise, mais elle peut aussi être appelée, dans le cadre, bien évidemment, d'une mobilité géographique forte dans les grands groupes, à se déplacer à l'étranger pour exercer une mission, tandis qu'elle est embauchée en France. Donc 30% qui échappent, les primes qui sont visées, qui sont afférentes à son activité étrangère échappent, mais aussi les revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 50%. Donc on a un impôt qui est divisé par 2. Flat tax, il n'est pas à 30, il est à 15 pour eux, sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les rachats de contrats d'assurance vie, de contrats de capi, et sur les plus-values qui sont réalisées sur des titres qui sont attachés à des sociétés de l'étranger. Donc là, il y a davantage. Juste aussi en matière d'IFI. Il est bien ce régime des impatriés. Ah ben il est pas mal, ouais. Ouais. Donc non, mais c'est une vraie belle carotte fiscale pour faire venir les talents en France. Et puis juste une chose aussi sur l'IFI, il y a une exonération. Alors ça, c'est pendant 8 ans l'impôt sur revenu. À supposer qu'on reste pendant 8 années en France, bien évidemment. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Et sur l'IFI, on bénéficie d'une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière des biens qui sont à l'étranger. D'accord. Quand on vient, alors que le français, il est taxé sur son IFI en France et sur les biens qu'il détient à l'étranger. Donc une petite carte fiscale, ça part juste une chose aussi dernièrement, quand même. Si elle est candidate à un poste en France, du temps où elle est à l'étranger, la Cour d'appel de Paris a estimé qu'elle pouvait bénéficier de régime des impatriés. Le fisc n'était pas tellement d'accord avec ça. D'accord, donc on peut dire que ça fait jurisprudence, a priori. Cour d'appel de Paris, voilà. Je ne sais pas si on aura devant le Conseil d'État, mais pour l'instant ça fait jurisprudence, oui. Benoît Lombard qui répond régulièrement à vos questions sur cette antenne l'après-midi, puis aux côtés de Cédric dans BFM Patrimoine, le président de La Place. Benoît, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Excellente année. Le CAC 40 est en pleine forme. Alors pour le coup, 2023 démarre sur les chapeaux de roue sur les marchés. Plus 0,7 encore aujourd'hui sur le CAC, il gagne 5% sur la semaine après le rapport sur l'emploi américain que les marchés voient d'un bon œil. Ils voient le verre à moitié plein sur ce rapport sur l'emploi. On va en parler tout de suite. On sera aussi à New York. On va rejoindre Sabrina Quagliozzi pour l'ouverture de Wall Street. À tout de suite.